Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Aujourd'hui, je reçois Romain Danielou. Romain Danielou, vous êtes directeur général adjoint de Devoteam en France. Bonjour déjà Romain Danielou, comment allez-vous ? Absolument, je vais très bien. Bonjour Magali. Bonjour. Ravi en tout cas de vous avoir dans cette émission. On se dit tout. Une petite identité de votre entreprise. Devoteam, c'est une entreprise de services du numérique, les fameuses ESN, spécialisées dans le conseil en technologie et en management pour les entreprises, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Vous voulez rajouter quelque chose ? Exactement. Non, on est une entreprise de taille intermédiaire. On est environ 10 000 collaborateurs, basés en France historiquement. Ouais, et dans 20 pays aussi. Et dans 20 pays, mais aujourd'hui exactement avec un ancrage très Europe, Middle East. Alors, avant de parler de Devoteam, de ses engagements, puisqu'on est dans décideurs engagés, on va parler de vous d'abord, de vos engagements, Monsieur Danielou. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais que mon job il est très intéressant parce que fondamentalement, les ESN on dit qu'on fait de l'informatique, mais aujourd'hui on répond de plus en plus finalement aux enjeux de nos clients. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va voir un banquier, le sujet, c'est de l'aider à faire la banque de demain. Quand on va voir Total, Engie, c'est bonjour, je veux demain faire des bornes de recharge électrique partout en France et c'est un nouveau métier. Il faut inventer un nouveau business model asservi par la technologie. Et donc, ce qui est assez intéressant dans mon job, c'est que on passe de la banque à l'assurance, à l'énergie, et toujours sur leurs enjeux métiers. C'est-à-dire que l'informatique, qui était précédemment appelée plutôt informatique de gestion, aujourd'hui, c'est vraiment au service de la transformation digitale, et donc au service des COMEX des clients. Et donc, ça fait un quotidien qui est assez riche et divers, et c'est... Donc, ce qui vous plaît, c'est cette variété de défis, en tout cas, des domaines très divers. C'est une curiosité aussi, justement, liée à cette diversité. Oui, parce que fondamentalement, le facteur commun, il va très souvent être autour de la technologie, autour du design, et c'est ça qu'on met en œuvre. Mais tout le sujet, c'est pas de mettre en œuvre en copier-coller. Notre sujet, c'est évidemment d'avoir une compréhension des enjeux business assez forte et assez fine, et ensuite, bien évidemment, d'utiliser ou de faire utiliser la technologie à l'échelle pour répondre à ces enjeux-là qui sont très souvent des enjeux business forts pour les clients. Quel a été l'argument pour vous pour rejoindre Devoteam ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette entreprise ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont plu et surtout après, je dirais, qu'est-ce qui vous fait venir et après, qu'est-ce qui vous fait rester ? Moi, il y a un sujet en particulier qui est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est aujourd'hui toujours pilotée par ses deux fondateurs, Godefroy et Stanislas de Bensman. Et on est une entreprise dans laquelle on demande aux managers d'être des entrepreneurs, des intrapreneurs. C'est d'ailleurs une des 5 valeurs officielles de l'entreprise. Et fondamentalement, on a une marge de manœuvre et d'initiative qui est très forte, et c'est assez plaisant. Ouais. Une des autres valeurs que défend Devoteam, c'est la transformation évidemment numérique, mais via une technologie responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors c'est-à-dire que technologie responsable, la technologie, et je crois qu'un peu plus tard, on va parler d'intelligence artificielle. Absolument. La technologie, on va pas voir le mal partout, mais nécessairement, elle peut être aussi utilisée à des fins qui sont pas bonnes, ou quand on parle de l'IA avec des biais très très importants. Et notre enjeu à nous, c'est effectivement, alors on dit tech for people, et on essaye d'avoir une tech qui soit responsable et éthique. Alors responsable. C'est quoi une technologie ? Enfin, responsable et éthique, c'est quoi ? Ça revêt quoi comme... Alors éthique, c'est tout simplement de défendre des sujets qui sont éthiques et justement de l'utiliser à bon escient. Et ensuite responsable. Aujourd'hui, la tech est un et aussi, enfin, c'est générateur aussi de beaucoup de, bien sûr, de carbone, de carbone, de pollution. Néanmoins, un monde sans informatique et sans cloud paraît pas tout à fait concevable et serait très certainement moins efficace. Donc, le sujet d'être responsable, c'est bien évidemment d'envisager cette technologie-là justement de manière verte et responsable. Donc l'IT aide à verdir justement finalement ce domaine.
l'IT peut aider à verdir. On parle beaucoup de toutes les entreprises qui avaient des data centers partout en France, en Europe, dans le monde. Aujourd'hui, forcément, le cloud, il consomme de l'énergie et du carbone, mais on espère et on fait plus qu'espérer qu'il en consomme moins et qu'on soit capable d'optimiser cette consommation-là. Est-ce que vous sentez que dans les entreprises, il y a ce tournant qui est pris justement pour une technologie responsable? Est-ce que vous pensez que c'est ancré dans les mentalités ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Alors évidemment qu'il y a encore du chemin à faire. Après, quand on regarde, nos clients principaux à nous, c'est le CAC 40 et le SBF 120, mais principalement le CAC 40, si on parle de la France. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun CEO du CAC 40 qui n'a pas dans sa target letter le fait d'avoir une politique RSE digne de ce nom. Donc nécessairement, elles sont encore peu à les avoir intégrées dans leur politique RSE. En tout cas, c'est un enjeu qui est de l'agenda du board et du CEO. Donc c'est un enjeu sur lequel on a de l'écho et sur lequel on a beaucoup de demandes et de sollicitations de nos clients. Comment ça se concrétise finalement cette transformation du numérique pour une entreprise? Elle vous appelle, elle vous dit voilà, je voudrais optimiser en tout cas et aller vers cette transformation numérique. Ça passe par quoi dans un premier temps? Par du conseil, par des conseils en... Alors, c'est très divers parce qu'on va rarement adresser une entreprise de manière globale, aller voir... C'est sur des secteurs particuliers. Un CAC 40, c'est très souvent sur des sujets en particulier. Alors, il peut y avoir des sujets par exemple, de lancement de nouveaux produits. Aujourd'hui, beaucoup de clients cherchent à lancer des nouveaux produits digitaux, donc ils font appel à nous pour créer, concevoir ces produits digitaux et ensuite les rendre disponibles à l'échelle, notamment avec les technologies cloud ou data que j'imagine vous connaissez. Oui, absolument. Un gros enjeu, la data. Est-ce que la France est bien située en la matière? Alors, c'est très difficile de répondre par pays, j'ai envie de dire. Après, l'enjeu de la data, il est en effet partout. Il est partout parce que pour les entreprises, il y a un sujet de taille. Les banques, aujourd'hui, la taille de leurs données, elle fait x2 tous les 2 ans, 2 ans et demi. Donc en fait, il faut déjà être en capacité de les stocker, et surtout après d'être en capacité de l'exploiter. Après, je ne sais pas bien répondre à la question sur la compétitivité de la France en matière de data. C'est quoi la question qui est derrière? C'est que c'est un gros enjeu. Est-ce que les entreprises françaises l'ont intégré complètement dans leur stratégie aujourd'hui? Alors, la plupart de nos clients sont des entreprises françaises, mais plutôt mondiales, parce que, encore une fois, on s'adresse beaucoup au CAC 40. Le sujet, c'est d'utiliser la data dans le cadre réglementaire qui est aujourd'hui fixé par la RGPD notamment, mais néanmoins de réussir à en tirer la substantifique moelle, on va dire, soit par rapport à leurs clients, soit aussi pour orienter leur développement et leur roadmap futur, en fait. Autre question essentielle, l'IA, on va en parler aussi à travers la question de nos partenaires. L'IA, c'est vécu comment au sein des entreprises? Est-ce que c'est vécu comme un danger potentiel, un risque, quelque chose d'assez inconnu encore, ou est-ce que c'est vécu comme un vecteur de performance? Alors aujourd'hui, très clairement, je pense que tous les dirigeants du CAC 40, ou en tout cas des grands groupes, la question se pose pas de est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Oui, il faut y aller. Je pense que l'IA, elle s'impose à tout le monde. C'est aujourd'hui, on appelle ça la 4e révolution industrielle. Donc aujourd'hui, c'est clairement à l'agenda de l'ensemble des décideurs des grandes entreprises et avec des utilisations qui sont aujourd'hui encore très naissantes. Évidemment, on voit beaucoup de cas d'usage autour de gagner en efficacité, en faire rapidité. Des tâches un peu rébarbatives, voilà, qu'on pourrait éviter aux employés, par exemple. Absolument, mais ensuite on peut aussi penser à toute la puissance de calcul qu'il y a derrière l'IA et au-delà d'optimiser, ça peut donner beaucoup de prospectives aussi à ces groupes-là. On va parler de la question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque à présent, si vous le voulez bien, la fondation dédiée à l'inclusion économique et qui agit contre les discriminations à l'emploi. C'est juste après le jingle. La question de cette jeune fille qui est accompagnée par la Fondation Mosaïque, pour vous, Romain Danilou, c'est celle-ci, vous l'avez choisie parmi plusieurs. Quelles actions concrètes avez-vous déjà initiées au sein de votre organisation en matière de diversité ? Alors, la diversité, c'est un sujet qui est très, très intéressant et très important pour les entreprises comme les nôtres. Alors déjà,
premièrement, on doit l'égalité professionnelle à l'ensemble de nos salariés, ça c'est même légal. Et ensuite, évidemment, la diversité, c'est une partie importante de notre politique RSE. C'est vraiment un pan très important et on est reconnu là-dessus. Hein. Je veux dire, EcoVadis qui note l'ensemble des entreprises nous classe comme un membre Platinum, c'est-à-dire qu'on est dans le 1% des entreprises avec, on va dire, la politique RSE la plus adaptée et la plus transformante. Et être vertueux en termes de diversité, ça apporte aussi des arguments pour... Oui, en fait, tout le point, c'est, certes, on peut évaluer ça en fonction de nos notations RSE, mais tout le sujet, c'est que la diversité, ça devient fort une fois qu'on en fait un enjeu d'entreprise et qu'on est convaincu qu'avec la diversité, on va aller plus loin, plus fort et qu'on va être plus performant in fine. Et aujourd'hui, chez Devoteam, par exemple, pour ce qui me concerne sur le périmètre France, on a près de 80 nationalités, par exemple, qui travaillent aujourd'hui chez Devoteam en France. Hein, pas oui, en France, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même 20 pays aussi, donc c'est rien. Oui, là, je vous donne sur le scope France pour 80 nationalités. 80 nationalités différentes, et ça crée de la... La langue commune, c'est l'anglais ? Alors, la langue officielle du groupe, c'est l'anglais. D'accord. Après, les Français restent français et non, en effet, sur des projets, on parle en anglais, mais bon, je suis pas derrière tout le monde et je pense que les gens apprennent un peu le français quand même. C'est un critère de recrutement, donc. Absolument. Bien savoir parler anglais. Absolument. On va passer à la question de VL. VL, c'est le média de référence des 17-27 ans, la start-up qui révolutionne aussi les salons de recrutement juste après le jingle. La question de VL pour vous, Romain Danielou, de manière globale, justement, on en parlait. Est-ce que l'IA est une opportunité pour les jeunes et les entreprises ou au contraire, est-ce que c'est un risque pour notre société ? Alors, c'est comme, enfin, on en parlait juste avant. Moi, j'estime que c'est les deux. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire est-ce que je veux faire de l'IA ou pas, la réalité, c'est que si on se donne des chiffres, l'IA, c'est un marché qui va peser 2000 milliards de dollars à horizon 5-6 ans. Donc, quelque chose qui était très petit il y a quelques années va peser 2/3 du PIB de la France à horizon 5-6 ans. Donc, le sujet en lui-même, c'est que forcément, c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque formidable parce que on peut être confronté à une mauvaise utilisation des données, alors parfois de manière, on va dire, malveillante ou involontaire. Bien sûr. Mais nécessairement, comme c'est la donnée qui alimente tous ces LLM et tous ces algorithmes, ça peut être dramatique. Le sujet peut être dramatique. Et d'ailleurs, il y a, bon, c'est pas forcément mon auteur favori, mais Elon Musk blague un peu, si on peut dire. Il dit aujourd'hui, l'IA est plus dangereuse que la Corée du Nord. Ouais, c'est dire. Et bon. Oui, il a parlé de façon imagée. Voilà, je vais pas reprendre le jeu de moi à mon Mais vous êtes d'accord avec lui là ? Mais je pense que ça pose quand même l'enjeu. Ouais. Et alors, comment faire pour faire face à cet enjeu et ne pas tomber justement dans ces travers et dans ces dangers ? Tout l'enjeu, c'est évidemment de bien encadrer l'IA et de bien l'encadrer dans un paysage qui est mondial. C'est-à-dire que on peut regarder la France, on peut regarder l'Europe, mais aujourd'hui, beaucoup de ces technologies sont développées en Amérique du Nord, en Chine. Donc, il faut avoir une connaissance assez fine des use cases, de l'évolution de la technologie, tout en ne négligeant pas, je pense, le sujet concurrentiel avec le reste de l'économie. Dernière question, la question de l'hémicycle après le jingle. La question de l'hémicycle, celle que vous voulez poser, Romain Danielou, droit dans les yeux des députés. Droit dans la caméra. Voilà, face caméra. Est-ce que vous avez envie de leur dire une question à poser ou un coup de gueule ? C'est vous qui choisissez. Non, j'ai pas de coup de gueule, mais je pense que dans la continuité de ce qu'on disait avant sur l'IA, l'enjeu de l'IA, il est absolument énorme et on est dans un sujet qui est aujourd'hui mondialisé, avec typiquement des Américains qui n'ont pas encore trop régulé ou réglementé. Alors, ils parlent de cadre global, mais ils n'ont pas été jusqu'à faire ce qu'on appelle un acte. Et de l'autre côté, on est sur un objet qui est dont on ne connaît pas nécessairement ce qu'il sera demain et après-demain. Donc, moi, la recommandation que j'ai, au-delà d'un coup de gueule, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est plutôt d'avoir une attention tout à fait particulière
dans l'encadrement de l'IA. L'encadrement, il est nécessaire, mais je pense que contrairement à beaucoup d'autres sujets, il doit être fait de manière extrêmement itérative, dans la mesure où l'objet évolue de jour en jour, de mois en mois, et dans la mesure où il évolue dans un cadre concurrentiel assez important, notamment avec l'Amérique du Nord et les Chinois. Donc ma recommandation, elle est d'établir une législation, un encadrement très itératif entre la représentation nationale, la représentation européenne, et également les grandes entreprises et les grands acteurs de la technologie. Vous pensez que le gouvernement a pris la mesure justement de cette problématique de l'IA et de légiférer ou... Alors, je pense qu'ils en ont pris la mesure. D'ailleurs, je crois qu'Emmanuel Macron a réagi récemment en disant qu'il voulait surtout pas, on va dire, se créer un désavantage concurrentiel. Donc, je pense que le sujet est compris. Maintenant, aligner tous les États membres de l'Europe et leurs gendarmes en même temps, tout en prenant en compte, encore une fois, le paysage concurrentiel. Oui, parce que c'est mondial, vous l'avez dit, donc ouais, il faut au minimum. Beaucoup de ces technologies-là, elles proviennent des États-Unis aujourd'hui. Donc, il faut produire français. Donc il faut réglementer, mais pas européen. sur-réglementer. Et en même temps, en effet, avoir une liberté totale ne serait pas envisageable, je pense. Merci beaucoup Romain Danielou d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. L'émission des décideurs engagés. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité. Restez avec nous évidemment à voir sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.